Bon, ok, c'est parti pour une ferme maraîchère. Encore une, c'est parti. Beau petit terrain, je te montre. C'est un peu de grande diversité avec la grande grange qui est là. Il y a les bâtiments réels, on va prendre une vue de haut. On va bien voir comme ça entre la maison, la grange, encore un entrepôt ici. Puis il y a une serre, il y a des planches maraîchères un peu partout. Là aussi de ce côté là, mais là je vais pas trop bosser dessus. Là on voit un enclos à poules, donc ils ont des poules, réutiliser les poules. On a envie de faire un chouette écosystème pour faire de l'agrotourisme, ok. Donc on invite les gens qui viennent chercher un panier bio, vivre aussi une expérience, qui puissent acheter d'autres produits de la ferme. Aussi l'objectif là c'est de faire venir des groupes, que ce soit des écoles mais aussi surtout des entreprises, des groupes d'entreprises pour faire du team building, qui viennent ensemble voir ok c'est quoi la réalité sur une ferme. Donc encadrer ce groupe de gens là et puis leur montrer les différents types de cueillettes qu'il peut y avoir, la transformation, le stockage. Et puis donc on a envie de faire un endroit qui soit beau, où il y a de la variété, plein de choses à faire, plein de choses à cueillir, plein de choses à manger. Vois-tu. Donc on a des arbres fruitiers bien sûr, on a des petits arbustes, on a des grimpantes, on a de la vigne, on a des coins feu, on a un beau sol là aussi, donc on a des coins de détente, on a de l'eau, gestion de l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces eaux là qu'on va récupérer sur les toits, on a un sol argileux, donc ça tombe bien, il y a plein de choses à faire avec ça. Donc c'est parti, alors, on va regarder un petit peu tout ça. Ça c'est le terrain vu de haut, attends je vais te montrer sans ce que j'ai coupé là, ah voilà c'est mieux. Ça c'est le terrain actuel. Voilà, j'ai été faire les visites. Là, c'était en octobre-novembre, je crois. C'était la première neige. Là maintenant, on est en fin avril. C'est bon, j'ai fait leur design cet hiver. Allez, de quoi on parle d'abord? On parle d'abord du soleil. Bon, un soleil, il n'y a rien à dire. Tu vois, le sud, il est là, hein, en dessous. Le terrain est orienté correctement là. Donc on a un terrain qui va vraiment être plein sud. Il y a juste le grand sol pleuvoir ici qui pourrait faire un petit peu d'ombre là, mais bon, rien de vraiment gênant. Bon, ça me gêne pas du tout en tout cas. Le vent. Alors là, il y a un vent dominant qui va venir plutôt du sud-est. Mais en réalité, le vent, il vient d'un peu partout. Là, on est à Saint-David. Donc il y a beaucoup de vent là. Beaucoup de champs, beaucoup de vent. Donc on a du vent qui vient d'un peu partout. Donc partout où on peut mettre des haies, des protections contre le vent, ça va être bénéfique. Surtout qu'on a une rivière là aussi. Donc le vent peut venir s'engouffrer dans cette dépression là, où suivre la rivière. Là c'est pas mal dégagé comme terrain, là c'est dégagé, en face c'est dégagé, en fait c'est dégagé partout. Il y a une forêt ici en bas, et on la voit pas sur la photo de drone là, mais il y a une forêt ici à l'est aussi, qui peut protéger un petit peu, mais c'est pas suffisant. Donc partout, sur toutes les bordures là, c'est clair qu'on va planter de la haie brise-vent, qui est à la fois nourricière, hein. Donc typiquement moi j'adore mettre du saule, parce que ça pousse vite, il y a une hormone de croissance. J'aime bien mettre des fixateurs d'azote, de l'argousier par exemple, juste faire gaffe parce que ça drageonne quand même pas mal, ça dépend lesquels, il faut trouver les bons. Le caragagnier aussi sinon, un petit peu là, tu vois, ça fait des petites fleurs, ça fait des petits fruits. Et puis les comestibles, à mélanger, sur eau, comme ça. J'aime bien alterner. Et puis on densifie à fond là, tu plantes 1 mètre là pour qu'ils s'entraident bien les uns les autres. Ok. Allez, donc le vent, c'est ça. Donc va falloir protéger un max. Partout où on peut mettre des haies, on met des haies. C'est parti. Tout en respectant aussi le besoin de beauté, de visibilité. On va faire un effet bocage, mais pas trop non plus, parce qu'on a envie de voir les champs. Enfin, bref. On va trouver une espèce d'équilibre avec ça. Ça, c'est la contrainte. Au niveau de l'eau, ouais, c'est ça. On voit. Attends, je vais essayer d'enlever vite fait l'image là. Mais en gros, ici, tout le long du champ là, on voit à peu près il y a un fossé. Ici il y a un fossé aussi, donc ça draine déjà pas mal et c'est cool parce qu'il fait déjà tout le tour du terrain. Donc moi quand je vois ça, je dis ok, on a un super toit là qui peut récupérer plein d'eau. On pourrait l'envoyer dans le fossé, alimenter quelque chose là. On verra après ce que j'en ai fait. Il y a aussi toute cette zone là. Là il y a des arbres, hein, mais toute cette zone là est très humide. C'est normal, on a un sol argileux, tu as de l'herbe, donc tu as un sol qui est compacté, l'eau est simplement pas absorbée par le sol, parce que tu as un sol qui est trop dense, qui est pas structuré, il est pas poreux comme il devrait. C'est la pelouse qui fait ça, c'est normal, une pelouse que tu tombes, ça fait ça. Alors que dans cette zone là, on a moins de problème, parce qu'ici il laisse pousser, il y a plein de plantes, il y a de la vivace, il y avait du cerfeuil, j'ai vu, il y avait des graminées. Donc il y a des plantes qui font de la racine et comme c'est pas fauché, la racine peut se développer et venir creuser le sol, le structurer, nourrir la vie du sol qui va le structurer aussi. Donc beaucoup moins de problèmes, le drainage est bien meilleur. Donc moi ce que ça me dit,
ça me dit que s'il y a s'il y a de l'eau ici, c'est simplement parce que le sol est probablement le même, c'est simplement parce que il n'y a pas de plantes, c'est tout. Donc si on remettait des aménagements dans cette zone-là, l'eau serait drainée correctement, ce serait le plus simple. Ce serait le plus simple. Plutôt que de commencer à... On va pas foutre des drains, ça sert à rien. Parce que l'eau, de toute façon, elle est bloquée en surface. Les drains, c'est dans le sol, tu sais, donc non. On va pas non plus commencer à essayer de faire une pente, c'est du boulot. Une pente pour l'amener dans le fossé, par exemple. Donc non, on s'embête pas avec des trucs comme ça. C'est le genre de solutions qui sont très coûteuses. Tu mets des aménagements, tu mets des copeaux de bois, tu mets de la racine, et puis c'est parti. Ou bien, tu mets un étang. On va voir. On va voir. Alright. Après, c'est ça, on était sur l'eau. Bah oui, je t'ai tout dit. Il y a un puits ici, dans cette zone-là, mais qui n'est plus aménagé. Mais c'est quand même une zone assez humide là. Donc il va falloir regarder aussi qu'est-ce qu'on peut mettre dans une zone qui est un peu humide. Et que ça tienne la route. Ok. Le dénivelé. Poum, voilà, c'est la photo. C'est une autre photo, c'est la photo de drone. Mais en gros, c'est plat. C'est plat partout où il y a les champs, c'est parfait. Et puis ici, tu as une grande pente. Tiens, je te la montre là, parce que ça, tu vas voir un peu de quoi on parle. C'est ça. Donc tu as le terrain qui est en hauteur, puis après tu as une pente ici avec la rivière au bout. Ça fait un truc comme ça. Ok. C'est pas beau ça, hein? J'adore. Ah, j'adore. Un petit brouillard et tout, on est bien, on est bien. Ok. Ok. Revenons, dénivelé, bon t'as pigé, une grosse pente, travailler dans les pentes c'est chiant, donc moi j'évite de faire grand chose dans les pentes, peut-être un jour, pour moi typiquement c'est laisse faire, prairie fleurie, c'est beau, commence pas à planter des arbres parce que tu vas vraiment t'emmerder à devoir marcher là-dedans. Éventuellement, si tu as utilisé tout l'espace de ton écosystème et que tu as envie de l'optimiser encore plus, ben, peut-être faire des terrasses aussi, ça peut être intéressant, tu vois, là c'est polster là. Tu vois, tu fais un truc comme ça, et puis ça peut être chouette aussi. C'est plus intéressant pour bosser, mais c'est du boulot, il faut les faire les terrasses. Et puis c'est comme aller défoncer tout un écosystème qui pour l'instant, il est beau comme ça. Tu vois. C'est une idée, c'est une option pour peut-être plus tard, mais c'est vraiment pas l'urgence. Donc l'accessibilité, après. Par où passent les gens? Ben voilà, c'est ça. T'as un chemin principal ici, qui va de la maison jusqu'à un entrepôt où ils font de la transformation et du stockage. Il y a cette grange-là qui n'est pas vraiment utilisée, mais elle est magnifique, elle est belle, elle est grande, elle est bien placée surtout, parce que nous on veut faire de l'agrotourisme, ok? Donc on veut que les gens, quand ils viennent, il y a un accès ici. C'est le seul accès à ce champ qui serait comme le parking en fait, quoi. Les gens vont venir se parquer là. Il est grand, mais c'est parce que c'est prévu qu'il y ait des gros groupes qui viennent. Et puis il y a une rangée d'arbres ici, donc c'est parfait, ça fait une séparation. Donc les gens, à partir de ce parking qui va être là, ben on n'a pas envie qu'ils aient dans la partie privée, c'est la maison ici, on veut pas qu'ils aient par là, donc il va falloir réfléchir à mettre une clôture, une barrière, et puis surtout inviter les gens. Il y a une petite logique là c'est une petite logique de joueur de développeur, ancien développeur de jeux vidéo. Quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, faut pas le punir s'il fait autre chose. Faut le récompenser s'il fait ce que tu as envie qu'il fasse. Okay, donc on veut le récompenser à venir ici, on veut que ce soit intuitif, on veut qu'il y ait des choses belles. C'est tellement beau qu'il ne regardera pas par là. Ça peut être beau aussi, hein. Mais on veut attirer son regard par ici. Donc forêt nourricière, des arbres, de l'eau, des pancartes, des beaux ponts, structures, des arches. Ça permet d'inviter le visiteur. Donc c'est toutes ces choses qu'on va venir mettre par ici. C'est ça, pourquoi pas. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans la grange ici? Est-ce que ça peut être un endroit, le kiosque où on vend les fruits et les légumes? C'est comme le point d'entrée. Les gens, quand ils rentrent dans tout l'écosystème, ils rentrent par ici. Premier truc qu'ils ont accès, c'est le kiosque où ils peuvent vendre, ils peuvent acheter des trucs, où c'est l'accueil aussi. Et après, ils auront accès à tout le reste. Mais on veut qu'ils passent par le kiosque toujours, parce qu'on a envie qu'ils achètent les produits de la ferme. Hein. S'ils peuvent rentrer dans la grange, est-ce qu'ils peuvent ressortir de l'autre côté? Mais qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Toujours, on n'a pas envie qu'ils aient sur les planches maraîchères, c'est trop sensible, trop fragile, on ne veut pas qu'ils touchent à ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on les ramène ici vers le sol. Et puis après, ici, tout est à inventer, imaginez quel genre d'accès on fait. Ils ont aussi ce champ qui est ici, qui servira, c'est pas clair encore son utilisation, peut-être que ça va être des petits fruits.
Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut déjà penser comment est-ce que les gens vont passer par ici. Avec une machine, un tracteur, parce que pour l'instant l'accès il est là. C'est pas tellement pratique quoi, de devoir faire tout le tour. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire un tour facile comme ça. Donc réfléchir un peu à ça aussi. Alright. Et puis c'est sûr qu'on veut donner l'accès à la rivière ici. Et le chemin il est là pour l'instant là. Okay, donc si je te remontre en 3D, parce que on y voit peut-être un peu mieux là. Mais voilà, sur le bord ici, tu as le chemin qui descend, qui va vers la rivière. Ok. Ça c'est l'accessibilité. Ouais, je peux rajouter aussi qui voulait peut-être créer un bâtiment, rajouter un bâtiment supplémentaire pour accueillir les groupes. Je trouve ça un peu dommage de rajouter un nouveau bâtiment alors qu'on a déjà cette grange là qui pour l'instant n'est pas utilisée et qui peut servir à tout ça. Et de kiosques, de vente, et de classes, et de salles de conférences, de cours, d'ateliers, et puis avec une sortie à l'arrière. Donc moi j'aurais plutôt tendance à tout concentrer ici. Mettez l'argent à rénover cette grange et faire un truc vraiment chouette, même sur 2 étages. Pourquoi pas des bureaux, des habitations, enfin il y a plein de trucs qu'on peut faire là-dedans, très bien. Plutôt que de créer un nouveau bâtiment. Voilà. Ouais, surtout qu'il y a des choses, c'est une belle terre là, ils plantent des arbres, mais pas des bâtiments. Pour les vues, qu'est-ce que je peux dire des vues? Ben c'est ça, on veut que les gens là, que sur la route, ils voient le lieu. Donc c'est par exemple, les gens sont en train de rouler, on veut qu'ils puissent voir la ferme, qu'ils puissent voir les pancartes, qu'ils se disent ok, il y a quelque chose là-bas, là. Il y a quelque chose, tu vois, on a mis une arche, on voit tous les arbres fruitiers, il y a le parking devant, on cache pas trop, on met quelques arbustes mais pas trop, on veut quand même voir qu'il y a quelque chose quoi. Donc c'est important que les gens voient, je l'ai pas mis d'ailleurs, mais on devrait mettre aussi une pancarte ici, hein, sur le bord de la route avec une flèche, bienvenue cultivar. Paf, cultivar, c'est eux là. Ok. C'est ça, on veut que les gens, depuis le parking aussi après, ils voient l'entrée, que ce soit facile pour eux, intuitif d'aller dans cette direction-là. Ah oui, une fois qu'on est dans l'espace où probablement on va faire une forêt nourricière là, ok. Donc là, l'endroit où on fait la forêt nourricière, on veut pas cacher non plus toutes les planches. On invite les gens, les voient aussi. On veut pas qu'ils y aillent, mais on veut qu'ils voient à quoi ressemble la ferme. Ok, donc bon, ok, si on fait de la visibilité. On peut pas faire des trop grosses haies, donc on peut pas tellement couper le vent. Non. Ok, une petite contrainte. Mais voilà, est-ce qu'on peut pas quand même mettre une petite haie, une petite séparation qui va peut-être au niveau du sol, si on fait des planches, protéger quand même du vent. Mais surtout, voilà, permettre de voir au-delà et d'empêcher les gens d'y aller. Sinon, c'est clair que la vue sur la rivière, voilà, je te l'ai montré, elle est belle. Elle est belle. On va la garder. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, c'est ça. Ils avaient juste des grands arbres, les petits points jaunes que tu vois là, c'est juste des grands arbres, mais c'est pas là qu'on va les mettre. Les grands arbres, moi, clairement, ça va être soit au nord du terrain, ici, quelque part. Tu vois, il y a tout un espace ici aussi. Là, il y a fait ces petites, donc là, non, mais tu vois, il y aura moyen ici, des grands arbres. Peut-être même ici, des grands arbres. Mais encore, je suis pas sûr parce que ça va faire de l'ombre à la maison. Mais sinon, voilà, dans la pente, tu sais, vas-y, mets ici un peu de grands arbres. La vue, de toute façon, c'est pas tant ici qu'on veut la voir, c'est surtout là. Donc, ici, dans cette zone-là, là, mais aussi des grands arbres dans la pente. Ça gêne pas pour l'ombre, ça gêne pas pour la vue. Et puis, dans les grands arbres, typiquement, ça peut être des carriers, des noyers, des choses comme ça. Donc, c'est 20 mètres et plus. Ah oui, je peux te parler un petit peu des contraintes. Bon, ici, dans ce terrain-là, c'est un terrain où ils faisaient du foin, et quand ils passaient à l'époque, avec les machines, avec des cordes en nylon pour faire des ballots, ben, ils balançaient leurs cordes un peu n'importe où, n'importe comment, ce qui fait que dans ce sol, il y a plein de cordes de nylon. Mais une corde de nylon, ça fait que tu peux pas venir labourer, là. Si tu viens labourer, ça rentre dans tes machines et tout, et puis là, c'est le bordel. Donc c'est une contrainte. Ça veut dire que si nous, on veut venir préparer le sol ici, en mettant un engrais vert ou un truc comme ça, ben... l'option du labour, elle marche pas trop. Petite parenthèse sur le labour, là. Tant que possible, fais pas de labour. Ok, mais j'ai pas vraiment de problème avec, dans certains sols, peut-être pas celui-là, parce qu'il est pas mal vivant déjà, il y a plein de belles plantes et de la racine, donc ça veut dire qu'il y a une vie dans le sol. Mais dans un sol qui est déjà défoncé, qui est tout dense, où on a coupé, fauché, où il est pauvre, j'ai pas trop de problème à faire un labour, un dernier, juste un, et tu viens semer un truc dedans là, pour faire un couvert végétal, parce que semer dans un sol
où la terre est pas nue, ben ça marche pas de semer. Donc il faut trouver autre chose, il faut mettre éventuellement des bâches. Mais sur un gros terrain comme ça, mettre des bâches, c'est du boulot. Donc moi je préfère venir faire un petit coup de labour, et puis plus jamais. Et puis plus jamais. Vraiment selon les techniques du maraîchage sur sol vivant. Un petit labour, puis après couvert permanent. Puis après, au fur et à mesure, le couvert, on le remplace par des aménagements, des arbres, des arbustes, et des copeaux de bois ou de la paille. Et puis plein de plantes herbacées pour venir couvrir tout ça. Voilà, donc labour probablement très compliqué. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions pour planter nos aménagements. On va voir, on n'a pas encore la réponse. L'agronome avec qui je bosse, Antoine, d'Adapter, lui, il va venir dans quelques jours là. Donc lui aussi, il va donner son avis. C'est lui qui fait les recommandations justement sur le sol. Normalement, il passe avant, mais là, bon, comme c'était l'hiver, tout ça, il passait après. T'arrives. Le drainage, ouais, c'est ça. À voir s'il y a du drainage à faire. Comme c'est un sol argileux, c'est pour ça que je dis ça. Faut être sûr que l'eau ne pose pas de problème, qu'elle reste pas trop longtemps en surface. Mais comme je disais, sur ce terrain, il n'y a pas trop de problème. Il y a déjà des fossés qui sont là, qui restent très humides. Ça veut dire qu'ils font leur boulot, ils drainent, et c'est pas tant humide ici. Donc pour l'instant, c'est très bon, mais on va le vérifier, on va les creuser, c'est ça, pour voir un petit peu à quel niveau est la nappe phréatique aussi. Quand tu creuses un mètre, là, un trou de, je sais pas, un mètre cube, mettons, donc 1 mètre sur 1 mètre, ben laisse faire, creuse et puis regarde ce qui se passe. Peut-être qu'après, rapidement, ou après quelques heures ou quelques jours, t'as de l'eau qui va revenir dedans. Vérifie qu'il pleut pas, tu vois, s'il pleut, c'est autre chose, mais c'est possible qu'après, ce trou serve à drainer et toute l'eau qui était partout autour retourne là-dedans, ou alors ça veut dire que la nappe phréatique aussi est à cette hauteur-là. Ça donne des indications. Il y a des chevreuils, comme partout, hein. Donc quand tu plantes des arbres, protège-les bien, en sentant que le seul truc qui marche vraiment contre les chevreuils, c'est une clôture. Mais une clôture, ça coûte super cher. Donc l'alternative, c'est de protéger tous tes arbres, juste le temps qui pousse un peu. Parce que les chevreuils, ils aiment bien venir manger tous les bouts, des petits bourgeons là. Donc voilà, et puis ouais, ça te bouffe tout. Les arbres ont vraiment du mal si tu les protèges pas, il faut les protéger. Et puis sinon, une autre alternative, on avait un projet comme ça, je t'en parlerai aussi pour la ville de Granby, où ils ont un super grand verger, mais il y a des forêts, il y a des chevreuils. Ils voulaient transformer le verger un peu plus en permaculture, quoi, donc faire autre chose que de la pomme. Mais c'est ça, c'est trop grand pour mettre une clôture. Donc eux, ce qu'on a fait pour eux, c'est une double haie. Donc des grands arbustes de 4-5 mètres, et puis devant des plus petits arbustes qui vont avoir des épines, hein. Donc on va mettre de la ronce pour les petits arbustes par exemple, et pour les grands arbustes on peut mettre de l'argousier, des trucs comme ça, et très dense, comme ça va être compliqué pour les chevreuils de passer, mais c'est pas infaillible non plus, tu vois. Ok, l'été ça protège probablement plus que pendant l'hiver avec le feuillage, tout ça. Mais en plus, ce qu'on pouvait éventuellement faire, surtout au début, c'est mettre, et ça c'est pas trop compliqué, c'est mettre une clôture électrique. Ça se déplace assez facilement, tu mets un petit fil électrique, et puis ça repousse aussi les chevreuils. Mais c'est surtout l'été, l'hiver, avec 1 mètre ou 2 de neige, ça marche pas. Et voilà, ça c'est un peu des idées. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'une clôture, c'est presque infaillible. Toutes les autres options améliorent mais sont pas parfaites. Sinon c'est de protéger chaque arbre individuellement, mais bon, il y a bien un moment donné où la protection elle va être trop petite, l'arbre il va être grand là, tu vois, ça devient compliqué. Et si t'es à 50 arbres, faire des grosses protections ça devient chiant. Alright, les besoins, c'est quoi les besoins des cultivars? C'est la simplicité, hein. C'est comme souvent, ils sont déjà maraîchers, donc quand t'es maraîcher ça veut dire que tu manques de temps, donc il faut pas que ce soit autant de boulot que les planches maraîchères, et c'est ça qu'on essaie toujours de faire avec le principe des forêts comestibles, nourricières, jardins-forêts, inspirés de la forêt. C'est du boulot à certains moments de l'année, mais après le reste du temps ça demande quand même très peu d'entretien, très peu d'arrosage. Et c'est ça qu'on veut. Donc beaucoup de vivaces, beaucoup de paillage. Il y a l'agrotourisme. Donc ça veut dire il faut pouvoir accueillir des gens. Il faut que ce soit accueillant, que ce soit beau, que ce soit intéressant pour eux, qu'on puisse les guider intuitivement à travers tout le parcours et les emmener là où on a envie de les emmener.
et qui n'aillent pas là où on n'a pas envie qu'ils aillent. Donc c'est ça, une accessibilité intuitive, j'appelais ça. On veut de l'intimité aussi, parce que bon, ils vivent là aussi, il y a une partie privée, on n'a pas envie que les gens se promènent partout, donc c'est de réfléchir à tout ça. Ils ont besoin d'éducation, les gens qui viennent là, ils viennent passer un bon moment, mais ils viennent aussi s'instruire, apprendre c'est quoi la vie sur la ferme, c'est quoi la réalité du maraîchage, pour les inspirer aussi, qu'ils fassent ça chez eux, donc c'est magnifique. Magnifique, ouais, j'adore. Et puis beau, on veut que ce soit beau, reposant, quand les gens ils viennent là, ils restent 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils font un petit pique-nique, ils se promènent, ils se posent, ils se disent « Ah, j'aime bien là ». Et ils rentrent chez eux ressourcés avec plein de beaux paniers de produits de la ferme. Donc il y avait la question aussi des poules, tiens, parce qu'ils ont des poules, hein, c'est leur enclos à poules là, qui peuvent déplacer. Ils veulent une forêt nourricière, bien sûr. Moi, quand je vois le terrain, c'est sûr qu'il faut voir ce qu'on peut faire avec de l'eau, gestion de l'eau, comment est-ce qu'on peut gérer de l'eau. On veut des tables, on veut des bancs, ouais, une structure pour les visites, par où on les emmène, des sentiers. Ouais. Et puis un espace aussi, oui, j'ai envie qu'on puisse voir cette zone-là qui est trop belle, quoi. Et peut-être que plus tard aussi, avoir des sentiers qui se promènent, parce que tout ça c'est chez eux aussi, mais avoir des sentiers le long de la rivière. Je le laisserai comme ça, je ne commencerai pas à mettre trop de production là, parce que c'est loin de la ferme. On est vraiment plus dans des zones 4 ou 5 là. Éventuellement, aller mettre des grands arbres une fois, et puis après, ciao, bye. Alright, c'est parti, allez, go, on passe à la 3D là. Parfait. Donc les gens, ils arrivent ici, ils se parquent. Il y a quand même pas mal de places, là, une 30aine de places. On les amène au kiosque, qui est par là-bas. Comment on les emmène? On met une arche, tu mets le logo, c'est parfait, c'est très attirant. Ici, pour l'accessibilité, moi j'ai rajouté un sentier aussi, tu vas voir, parce que moi j'aime bien pouvoir faire le tour du terrain avec une machine, une petite machine. C'est pas très large, c'est 3 mètres de large, à peu près. C'est suffisant pour une machine. Pour une petite machine sur une ferme maraîchère comme ça, oui. Par exemple, j'avais un autre projet où c'était un vignoble où là, il venait avec des gros camions. Là, il fallait un truc vachement plus large, mais c'est pas le cas ici. On met une barrière, comme ça les gens, vous ne passez pas, c'est même pas intuitif. Voilà, allez par là. Et pour éviter qu'ils aillent vers la maison, tu peux mettre une clôture, tu peux mettre des arbustes. Ça va pas être trop dense non plus, parce que eux, de leur maison aussi, peut-être qu'ils ont envie de voir un peu ce qui se passe, mais de toute façon, c'est pas tellement un endroit où on va venir, on a besoin de densifier tant que ça pour la production. C'est plutôt quelques arbustes, faire comprendre que c'est privé. Ok, une fois que tu arrives par là, là, moi je voulais un endroit qui soit beau. C'est pas beau ça? C'est quand les gens arrivent, ils disent waouh, première impression, c'est trop beau, ça va être trop bien ici. Waouh, go, go, go. Là tu vois plein de trucs à faire. T'as déjà, ici c'est un petit ponceau, là, un petit pont qui t'amène au kiosque. Dès que tu as une structure en hauteur, c'est mon avis, moi je trouve que ça attire le regard, ça donne envie d'y aller. Dès qu'il y a une arche, un truc comme ça, là, allons voir. Il y a des logos aussi, de logo cultivore que tu peux mettre visible. Sur le pont, si tu as envie, tu peux mettre aussi des arches avec des cubis. C'est pas trop nécessaire parce que je trouve ça. On pourrait attendre aussi. Pip. Laisse-moi juste là. Si on mettait pas ça. On verrait mieux le kiosque, mais on perdrait l'effet arche aussi, mais c'est pas tant gênant parce qu'il y a déjà les logos, il y a déjà une arche ici aussi qui peut attirer le regard, et on pourrait simplement sur les rambardes mettre des grimpantes. Mais voilà, moi pas gênant, ça cache pas tant, et puis go, moi j'aime bien. L'étang, bien sûr, ça c'est toute la zone humide ici. C'est un sol argileux, donc ça on va faire des analyses supplémentaires, mais ça devrait être possible. D'avoir un étang ici parce qu'on a un toit, un gros toit, on peut mettre de la gouttière, récupérer toute l'eau, ça fait beaucoup d'eau à récupérer, donc toute cette eau là on peut venir alimenter un étang. Alors l'étang je l'ai fait en demi-lune, en croissant de lune. Pourquoi j'ai mis en croissant de lune? Parce que si j'avais fait juste un demi-cercle ici, un truc comme ça là, qui suit le fossé, tu vois, ton fossé il est là. Dans ce cas-là, le courant, il serait venu comme ça, du haut, il aurait continué comme ça, et puis il serait descendu là, et puis là, tu n'aurais pas eu de courant. Moi, j'aime bien avoir un peu de courant. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a du courant partout, mais il y aura beaucoup plus de zones de courant, donc oxygéné. Ça va permettre, si jamais il y a des feuilles qui tombent dedans, tu as besoin d'oxygène pour que les bactéries se développent et décomposent toute la matière organique. Donc, en ça, c'est bien. C'est pour éviter qu'il y ait un manque d'oxygène pour la décomposition des matières organiques, parce qu'il va y en avoir, il y a des grands arbres qui sont juste là, donc il y a des feuilles qui vont tomber dedans.
Voilà. Puis de toute façon, moi j'aime bien quand il y a de l'oxygène un peu partout, que ce soit dans le sol ou bien dans l'eau. Ça permet un meilleur développement des plantes et puis de la vie. Ouais, fait sens. Puis bien sûr, un bassin comme ça, tu peux le faire sur plusieurs étages, donc avoir différents types de plantes. Et aussi l'utiliser si tu avais envie pour l'irrigation. Alors c'est sûr qu'il va y avoir quand même beaucoup d'évaporation, parce que tu es en plein soleil, tu es en plein cagnard. Là. Mais ça va créer un microclimat plus humide ici, qui va bénéficier toute la forêt nourricière. Et puis c'est de l'eau de pluie qui sera récupérée, c'est parfait. Et puis ça va servir c'est une zone qui sert de drainage aussi pour toute cette partie ici avec la forêt nourricière. Ok. Ici, partie privative aussi, là je peux densifier un peu plus. Et là on peut commencer à mettre des choses comestibles. Parce que les gens ils marchent là, donc imagine ils marchent, ils se prennent, ils disent oh, mais tu vois, j'ai quoi, un petit fruit, un mélancier, un sureau, des trucs comme ça. Tu as juste besoin de tondre ton sentier là, qui fait 2-3 mètres maximum. Et sur les bordures, tu laisses faire ou bien tu laisses pousser spontanément, c'est très bien, tu ne t'embêtes pas. Et puis tu laisses petit à petit les plantes recréer un bon sol. Sinon, l'option, c'est toujours, mais c'est plus de boulot, tu balances une bâche d'occultation l'été, là, pendant 3 mois, un truc comme ça. Tu balances des copeaux de bois en dessous aussi, comme ça tu as du carbone, ça va attirer toute la vie du sol. Enfin, ce qu'on veut, c'est un sol à nu. Ok, donc soit tu mets la bâche, soit tu mets un coup de labour. De toute façon, là, si on creuse les temps, ils vont tout défoncer, donc c'est pas tant gênant d'aller mettre un coup de labour. Tu sèmes dessus une prairie fleurie. Quand tu achètes tes mélanges tout faits, là, faut toujours mettre une plante abri. C'est de l'avoine ou des trucs comme ça, qui va pousser vite et qui va protéger tes autres petites plantes. Ouais, c'est bon, on continue. Donc tu as ton petit pont, génial, et tu arrives au kiosque. Au kiosque, ça peut être plein de choses. Ça peut être un endroit où les gens viennent récupérer un panier. Peut-être qu'ils peuvent rentrer et puis dedans il se passe des choses. Ça, c'est pas encore tout à fait clair. Là, c'était plutôt pour les inspirer. Ça peut être un endroit où tu peux manger un petit bout, boire un petit quelque chose, des produits transformés de la ferme ou des fermes voisines. Ça peut faire une collaboration aussi. En tout cas, voilà, c'est l'endroit où les gens peuvent venir se poser et consommer quelque chose de la ferme. Et surtout, c'est le point d'accueil aussi, quoi. Une fois que tu es là, tu peux commencer à aller t'amuser dans la forêt nourricière. Alors moi, j'aime toujours bien faire un sentier qui fait le tour. Je trouve ça important. Pourquoi pas mettre une petite rambarde comme ça, c'est cool. Pour pouvoir observer ce qui se passe ici dedans. Si tu veux des poissons, il faut compter un 4 mètres de profondeur quand même. Voilà, j'ai été voir un client qui avait un petit étang sans oxygène et qui voulait mettre comme des poissons. Je sais pas le nom, c'est des poissons-chats peut-être. Je sais peut-être une espèce de moustache là. Ils disent ces poissons-là, ça vit dans les marais sans oxygène. Ils viennent chercher l'air à la surface. Ils remontent. Mais je les connais pas bien. Mais c'est juste, je trouvais ça intéressant qu'il y a peut-être quand même des possibilités si tu as une eau qui est mal oxygénée ou qui est peu profonde. Il y a peut-être des trucs à faire pour les poissons. Mais je vérifie encore, moi j'ai pas toutes les infos. Sinon, c'est sûr que le batracien, ça va le faire à peu près. Ils vont se mettre dans la vase l'hiver pour se protéger. Et puis c'est quand même vraiment cool les batraciens parce que c'est un bon auxiliaire. Ça vient manger les larves de moustiques. Et puis c'est un bon chasseur aussi là quand ils vont venir ici. Nettoyer tout ça. Si tu as des poules, c'est parfait aussi. Si tu as des grenouilles, des crapauds, c'est génial aussi. C'est beau sur les berges. Moi j'aime toujours bien mettre des arbustes pour venir structurer un peu les berges. Tu peux mettre un myrique baumier, typiquement c'est ça qu'on met sur les berges, ça fait un petit fruit, une épice là, que tu peux récolter, qui se vend bien, donc tu as de la valeur à la revente aussi. Sinon, tu t'embêtes pas aussi, tu peux toujours faire du cassis gadelle, ça pousse partout. Voilà, gadelle, groseille quoi, ça pousse partout, c'est facile. Et puis dans les temps, spontanément tu as plein de trucs qui vont venir aussi, mais tu peux venir l'aider, pourquoi pas avec des nénuphars ou des choses comme ça. Ça pousse très bien au Québec. Ok. Attends, on va commencer par la forêt nourricière. Allez. Donc tu vois, ici j'ai bien 47 ou 48 arbres fruitiers dans cette zone-là, ok? Dans ce carré-là. Attends, je fais un test. Ah oui, ouh. Voilà, dans cette zone-là, ok? Yes,
technologie. Dans cette zone-là, 40, 47, 48 arbres. De nouveau, moi je fais jamais des rangées. Je suis pas contre, mais il faudrait vraiment un bon argument pour ça. C'est toujours une question d'efficacité. C'est sûr qu'à Grande Bay, par exemple, c'était des rangées parce qu'il y avait déjà les rangées, parce que c'est un verger qui avait été créé comme ça. Et puis ils ont 1200 arbres fruitiers, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y en a 800, on va en rajouter 400, ça va faire 1200, donc c'est énorme. Là, commencer à faire une forêt nourricière, non, je comprends. T'as envie de passer avec un tracteur, une grosse remorque, bam bam bam, tu charges, quoi. Ici, tu peux toujours le faire. Moi, je m'assure pour que tu aies toujours des sentiers de 2 mètres. Avec 2 mètres, c'est bon, tu peux passer, mais avec un petit 4 roues, quoi. Un petit quad. Pas une trop grosse machine. Et puis, ouais, toujours l'effet visuellement, tu te promènes là-dedans. C'est tellement plus beau. C'est tellement plus beau, un truc comme ça, que des rangées. Tu te promènes, tu te dis, ah, mais tiens, c'est quoi là-bas? Ah, waouh, il y a un truc cool. Ah, tu peux mettre des bancs, des tables, tu peux mettre aussi, pourquoi pas, des panneaux avec des explications. Si tu as quelqu'un dans ton coin qui fait des structures, qui fait de l'art, ben, pourquoi pas exposer de l'art aussi. Plein de choses à faire, un truc comme ça. Un petit labyrinthe pour les enfants, c'est tellement plus poilant, marrant aussi. Et puis si tu mets des herbacées là qui ont une certaine hauteur, tu vas chercher 1,5 m, tu peux comme ça jouer à cache-cache aussi. Hein. Tous les jeux, trop bien, trop bien, trop bien. De nouveau, c'est un truc que j'aime bien faire pour les fermes maraîchères, c'est de créer des zones un petit peu. Je peux te le faire si je me rappelle bien. On avait un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Ça, c'est la zone du mois d'août. Ok. Ensuite, on a un truc comme ça. Ça, c'est la zone. Donc, si je me rappelle bien, j'avais fait ça. Ça ici, là, c'est la zone pour tout ce qui va être prêt à récolter en septembre. Et puis ici au bout, ça va être plutôt octobre-novembre. Donc typiquement ici, qu'est-ce qu'on a? Si tu veux des abricots, c'est là que tu les mets. Si tu veux des cerises, c'est là que tu les mets. Des chums, c'est là aussi. Mais ça fait beaucoup de prunus tout ça, ok? Donc rappelle-toi, on ne veut jamais mettre 2 prunus côte à côte parce qu'ils se partagent les maladies. Donc il y a 3 grandes familles, c'est les pommes, les poires, donc malus et puis pyrrhus. Et puis tu as les prunus. Dans prunus, c'est abricots, cerises, tu as même les amandes. Etc. Les pêches, les chums. Donc eux, on ne veut pas les mettre côte à côte. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup pour le mois d'août, mais qu'il n'y a pas tellement de pommes et de poires pour venir les séparer. Il y a des pommes et des poires hâtives, mais pas tant. Au mois d'août, c'est fin août qu'on peut commencer à avoir certaines pommes, mais voilà, c'est pas nécessairement les meilleures. Tu veux pas que celle-là, tu veux de la diversité un petit peu. Ok, ben voilà, je peux peut-être te montrer, attends, hop, on va enlever ça. Voilà à quoi ça ressemble, c'est ça. J'ai mis des amandes aussi. Voilà, il y a des amandes c'est zoné 5, mais ça peut être en zone 4 si c'est bien protégé. Donc là, j'ai envie de faire le test. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste 2 dans les parties hyper bien protégées, proches des bâtiments qui, eux, récupèrent toute la chaleur du soleil, plein sud. Partout autour, il y a d'autres arbres qui vont protéger du vent. Donc si on veut leur laisser une chance, c'est là que ça peut être un bon endroit. Donc on veut de la diversité, on veut un petit peu de tout là. Donc là, c'est bon, bah, du coup, l'exemple il est pas bon parce que je mets un cerisier, un amandier, c'est 2 prunus. Normalement, on évite. Mais là, voilà, c'était... Comme je te disais, au mois d'août, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, regarde, là c'est un cerisier, puis là c'est un poirier, là t'as un pommier. Hop, là t'as un pommier, et puis là j'ai mis un autre cerisier, un pommier, pomme, cerise, poire. Tu vois, là c'est bon, ils partagent pas les maladies, tout va bien. Ah oui, parfois quand j'ai un petit trou là, j'ai un petit espace où on peut mettre plus que cassis gadelle, qui font 1,5 m, ben moi j'aime bien les mettre un noisetier ou bien un cerisier SK. Je sais pas si tu vois les cerisiers SK, c'est arbustif comme ça fait 2 mètres, 2 mètres, 2,5 m. Ça fait de la cerise sucrée trop bonne. Le Roméo, j'aime bien, c'est le plus sucré. C'est le plus petit aussi, il fait 2 mètres de haut. Bloup, bloup, bloup. Ben voilà. Donc ici, on arrive plus dans. Donc tu vois, c'est plutôt de la cerise ici. Ensuite, ici, c'est la section où il y a toujours pomme poire, mais beaucoup plus. Et je rajoute des chums et des prunes. Et puis ici, plus vers la fin, là on a que dans la pomme poire. Donc là, voilà, j'ai très rarement 2 pommes côte à côte, mais j'évite autant que possible. Sinon, normalement, c'est assez bien fait. Tu vois, pomme, prune, poire, prune. Ok, il n'y a aucun de la même famille qui se touche, c'est parfait. Ok. Bien sûr, tu as une structure ici. Vas-y, fais péter les grimpantes là.
c'est du plein soleil, ta vigne là elle va adorer ça. Si tu veux mettre des kiwis Arguta aussi qui eux sont plus sensibles, balance. Toutes les autres structures, qu'il y ait du vent, tout ça, ou pas trop de soleil. Tu mets du Colomicta, c'est les plus petits kiwis, eux c'est du zoné 2. Ça n'a pas besoin de soleil tant que ça. Donc partout, tous les endroits moins intéressants, tu mets du Colomicta. Là où il fait chaud et du soleil, tu mets du Arguta ou de la vigne. Et voilà. Donc les gens rentrent là-dedans, ils peuvent éventuellement plus tard ressortir par ici. On n'a pas envie qu'ils aient vers les planches maraîchères, donc c'est sûr qu'on va densifier ici un petit peu. Là, je dois encore réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre, parce que c'est un peu plus humide ici. C'est sûr qu'il va falloir creuser un petit fossé, idéalement, là, pour venir drainer au maximum. Mais je dois retourner faire des analyses pour voir dans quelle mesure c'est humide. Si vraiment c'est trop humide, ben étang. Voilà. Ou ouais, c'est ça, parce que ouais. Étang. Étang. Donc, parce qu'un étang aussi c'est beau. Imagine tu ressors de là, c'est beau et en même temps ben, tu peux pas le traverser. Donc ça fait une bonne séparation, ça garde la vue, tu as une belle vue. Et puis là on y va avec des plantes vraiment de marais, des plantes humides. Le fait d'avoir des arbres aussi, des petits arbustes, ça bloque l'accessibilité, mais pas tant la vue. Ici, voilà, on a de nouveau un fossé qui commence, donc éventuellement, si on met des grosses gouttières partout, on peut tout amener ici, mais on pourrait aussi les ramener par là. Dans un deuxième temps, c'est à tester, à créer, à voir ce qui est possible de faire. Mais donc il y a le potentiel de faire un deuxième étang ici. Bon, comme il y a de l'eau et un étang juste là, je mets pas des arbres fruitiers, je mets plutôt des arbustes, parce que les arbustes, ils préfèrent avoir... Enfin, disons que les arbres fruitiers n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau, voilà, on va dire comme ça. Le long de la berge, de nouveau, petits fruits, pas de chemin, mais on pourrait tout à fait rajouter plus loin ici, là je l'ai pas mis, mais remettre un petit ponceau, et faire un accès ici pour les véhicules. Hop, comme ça toi... si tu viens avec ton véhicule, fais tout ton tour, tu peux passer dans le champ d'à côté. Et donc toi, ça te permettrait aussi, hop, tu passes ici, tu passes ici, tu passes ici. Ici, on l'ouvre au besoin. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas encore très clair ce qu'on va aller faire par là. Mais je vais expliquer clairement que plus tard, tu as besoin d'un accès, tu peux tout simplement enlever certains des arbustes que tu avais plantés, tu mets un ponceau et c'est parti. Tu peux passer. On va parler... Ah ouais, non, j'étais ici. Ouais, moi je voulais absolument mettre une... Il est tellement beau, j'adore le sol pleureur, ok. Donc j'ai mis une allée. Je mets pas souvent des allées, mais j'ai mis une allée. Les allées, ce qui me dérange avec ça, c'est un couloir avant, quoi. Mais comme il y a l'arbre qui est là, il y aura une haie devant, il y aura des arbres partout sur le côté, ici derrière, si on peut densifier un petit peu, je dis ok, l'allée ça va. Et puis surtout ça guide les visiteurs. Ils sortent du bâtiment, bon là ils vont être bloqués, peut-être par un étang, par des arbres, des arbustes. Ils vont regarder par là et je dis waouh, le coin feu là-bas, allons voir. Et puis comme ça ils font le tour de la forêt nourricière, s'ils ont envie de retourner dedans, ils peuvent retourner dedans. Et puis pendant qu'ils passent ici, ils vont voir waouh, c'est quoi là, ça a l'air trop beau. Ça va être l'espace petits fruits, cérémonie. Imagine, ils veulent faire un mariage là. On va aller voir. C'est ça, coin feu. Ici c'est un coin. C'est beau, c'est paisible, c'est vraiment paisible ici. C'est un point central. Ils sont entourés des arbres, ils sont sous le sol, enfin pas tout à fait sous, mais à côté du sol pleureur. Pour un coin détente, je trouve ça génial. Avant d'aller à la zone petits fruits, il y a une zone un peu tampon ici. Alors c'est pas clair encore ce qu'elle va être. Parce que moi j'aime bien dans mes designs laisser toujours un espace avec un point d'interrogation en disant... T'as de la forêt nourricière, t'as des arbres fruitiers, t'as des petits fruits, t'as peut-être du maraîchage, tout ça. Essaye tout ça. Et après quelques années, fais le test. Vois qu'est-ce que tu préfères faire, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te rapporte, qu'est-ce qui est intéressant. Et en fonction de tout ça, tu peux décider de dire, ok, finalement les petits fruits, ça marche du tonnerre, on adore ça. Les clients, ils en demandent plus, on n'en a pas assez. Ok, ben cette zone tampon, tu peux agrandir ta zone de petits fruits. Si au contraire tu dis ah ben non attends on n'a pas assez de pommes, on adore les pommes, finalement on n'avait pas assez de chum, on en veut plus, tu peux venir mettre des chums ici en plus. Donc tu sais c'est plutôt teste déjà ce qui est dans ton écosystème pendant quelques années et puis après je laisse un espace libre que tu vas pouvoir, c'est un joker quoi, tu vas pouvoir utiliser pour faire ce que tu as envie de faire. Si je te dis dès maintenant mets des arbres fruitiers et que plus tard tu dis ah merde j'aurais bien voulu plus de vignes, bah c'est trop tard, enfin c'est triste d'aller casser tes arbres fruitiers là.
Donc zone tampon, pour l'instant, ça va être un point d'interrogation. Là, pour la beauté, j'ai mis des arbres fruitiers aussi parce que c'est un peu de hauteur. Bon, s'il y a du vent, ça peut, c'est peut-être une zone tampon qui va les bloquer. Je voulais pas faire pas de gros arbres parce que là, le soleil est là, tu vois. Donc si on met des gros arbres ici, ça va faire trop d'ombre. J'ai pas envie. J'ai pas envie de trop bloquer la vue non plus. Je voulais pas mettre des arbustes, il y en a déjà plein partout. Je voulais pas en rajouter. Donc c'est pour ça. Zone tampon, zone à explorer plus tard, c'est très bien. En attendant, pour la beauté du design, j'ai mis des arbres fruitiers. T'arrives ensuite. Alors là, j'ai fait des lignes aussi, mais pourquoi? Parce que je sais pas, vu de haut, je trouve ça beau. T'as le truc un peu sinueux. Là, t'as. Puis quand tu marches là-dedans, c'est tellement l'allée du mariage, là, comme dans les films, comme dans les rêves. Ah ouais. Ok. De nouveau, vigne, petit fruit, à voir. Est-ce que tu fais de la camerise? C'était un petit fruit émergent, mais qu'il est de moins en moins parce que il est de plus en plus prisé. Mais il y a tellement de choses à faire, tellement de cassis, groseille, cadelle, même le mix entre les deux là, caseille. Voilà, plein de trucs à faire. Tu peux essayer plein de choses aussi. Ensuite, je mets une structure. Pourquoi je mets une structure au bout? Parce que ça attire le regard. Donc j'ai envie que les gens ils aient là, parce qu'il y a une vue de malade là. Et puis j'ai envie qu'ils passent par l'allée aussi. Donc à la fois ça attire l'attention. Comme je te disais, dès qu'il y a quelque chose en hauteur, ça attire l'attention. Les gens ont envie d'y aller. C'est comme un phare, quoi. Tu vois, quand tu vois un phare, ben, c'est par là. Enfin, sauf quand tu es sur ton bateau, qu'il y a des rochers, peut-être n'y va pas, mais ça attire quand même l'attention. Ici, l'allée, tu mets les bancs, comment on appelle ça, une allée nuptiale, je suis pas sûr. Tu peux mettre des bancs, des chaises, on regarde par ici, c'est trop beau, on pleure, génial. Ou bien simplement, c'est une classe, on met des bancs, on peut mettre des tables au milieu, on peut mettre des bancs tout autour, on peut venir se poser comme une petite dame là, avec son livre. On peut venir regarder la vue, monsieur, madame, trop beau. J'adore. Trop beau. Ouais. Donc c'est vraiment un endroit aussi, si tu as envie de te poser là. En plus, tu peux mettre des hamacs là. Tu vois, Et pourquoi pas un jour une habitation? Faudra voir avec le zonage ce qui peut être fait, mais tu t'imagines là? Sérieux. Tu mets des vitres à ça et puis c'est ta maison là. Le bonheur. Alright. Je te disais qu'il y avait du vent, quand même beaucoup de vent. C'est pour ça que je rajoute beaucoup d'arbustes ici aussi. Tu me dis, ah, mais c'est dommage la vue. Ouais, mais la vue, tu la vois pas tant que t'es pas sur le bord. C'est là que tu vois la vue. Quand t'es là, tu vois rien. Tu vois juste, ça a l'air dégagé derrière, mais c'est tout. Donc vas-y, balance des arbustes encore pour bloquer le vent autant que possible, parce que bon, c'est quand même assez dégagé ici. Du vent peut remonter un petit peu. Donc vas-y, mets des arbustes pour essayer de limiter autant que possible le vent, pour venir protéger cette zone-là, qui va être protégée, je t'en parlerai après, par la haie brise-vent là. Voilà. Donc j'ai petits fruits, vignes, dans cette zone-là. Bah oui, go, allez, je te parle de la haie brise-vent. C'est une haie brise-vent ici qui va séparer, on n'a pas besoin de garder la vue ici. Ici, il risque d'y avoir du vent, parce qu'il y a ces arbres qui vont protéger sur quelques dizaines de mètres. Mais ce ne sera pas suffisant pour venir protéger cette zone-là. Donc c'est sûr qu'il faut mettre une haie brise-vent. Il ne faut pas non plus que ce soit trop longue vers le parking, parce que on a envie de garder la vue ici, là, tu vois, sur la ferme, pas très bien, mais ouais, c'est ça. J'ai envie de garder une certaine ouverture ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai envie de densifier ici, là, je m'en fous. Et j'ai envie de vraiment protéger tous mes arbres fruitiers qui sont là. Donc là, je densifie. Saule, fixateur d'azote, comestible, 1 mètre. Il y a un fossé ici, donc c'est sur la berge, tu balances tout ça. Je mets plutôt les grands arbustes là. Ils sont pas si grands non plus, hein. Ils vont faire un 5 mètres là à peu près. Donc ils vont pas gêner pour la luminosité. C'est ça. Donc tu peux mettre tes grands arbustes du côté droit et des petits arbustes ici si tu as envie. Voilà. Alright. Ça c'est pour la haie brise-vent. Et comme je le disais, si tu as besoin de créer des accès plus tard, peut-être que ici, ceux-là, tu peux les dégager. Et tu crées un ponceau ici dans le prolongement de ce chemin-là. Là, tu vois, poup. Ça c'est parfait, tu peux rentrer par là. Et puis ici, on pourrait en mettre un ici éventuellement aussi.
qui est, tu sais, t'as ton chemin principal ici, tu passes par là. Donc ce serait un peu à eux à voir par où ils passent avec leur machine. S'ils passent pas par là, ça sert à rien d'en mettre un là, mais voilà, s'ils viennent de l'entrepôt ici, ce qui est plus probable déjà, ben, ils font le tour de leur planche maraîchère, ils peuvent créer un ponceau ici, tu marches ici, tu passes par là. Je peux te parler aussi un petit peu de l'eau, c'est ça. Donc tu vois, en vue de haut, c'est tellement important là en thermal, là, tu veux récupérer ton eau. Tu veux pas la dégager, c'est trop une bonne ressource. Donc si tu récupères l'eau de pluie, alimente un bassin, c'est parfait. Ton bassin, le trop-plein, il retourne dans le fossé. Mais de nouveau, jeter l'eau là dans le bois, je trouve ça un peu dommage. Donc est-ce qu'il y aurait moyen de voir, pour un moyen, sur la crête ici, de créer un fossé pour que l'eau, le trop-plein, ne descende pas ici, mais continue ici, retourne dans ce fossé qui est là. Pareil, si on peut récupérer l'eau de pluie ici, ou bien s'il y a trop d'eau là avec le pluie, l'ancien pluie, et que c'est une zone trop humide, creuse un fossé, et puis le trop plein d'eau, on va drainer le sol ici au maximum. On va l'amener, pourquoi pas dans un étang, parce que c'est beau. Il n'est pas nécessaire cet étang là, ok, mais pourquoi pas. Et puis après le trop plein on l'amène ici. Les deux fossés se croisent, et on fait un autre trop plein qui amène dans un bassin qui est vraiment le bassin d'irrigation. Il est à l'arrière, lui, bon, s'il est un peu moins beau, c'est un peu moins grave, il peut être plus pratique, donc il peut être un peu plus profond. Les normes ici au Québec, c'est 4 mètres, il te faut une signature d'un ingénieur. Si tu veux le faire toi-même, tu le fais à 3 mètres 99. Voilà. C'est proche t'as l'électricité ici avec le bâtiment, t'as les planches maraîchères, donc tu pourrais faire de l'irrigation avec ça, avec une pompe. Le trop plein, tu l'envoies ici, dans ce fossé là, et puis tu pars ici, dans tous les grands arbres là, et c'est dans la pente, ça repart à la rivière. C'est parfait, surtout que tu as un autre fossé ici aussi là, tu vois. Donc là c'est vraiment la zone du croisement de tous les fossés, de tout le terrain, donc c'est ici qu'on récupère l'eau avec laquelle on peut irriguer. En plus, tu as des toits, parfait, tu récupères toute l'eau de tes toits, tu les balances dans ton étang ici. Il y a toute une zone ici à l'arrière qui est un peu cachée. Donc il y a un calcul à faire là, ça c'est un truc qu'on va faire dans un deuxième temps. Calculer les besoins en irrigation pour voir c'est quoi la profondeur qu'on a besoin, la largeur des bassins. Et puis aller creuser, voir le type de sol, faire toutes ces analyses là. Mais du coup, ici par contre, là, vas-y, mets des plus grands arbres. Pas des tout grands, on va pas sur du 20 mètres, reste sur du 10 mètres et plus. Donc soit tu mettrais des arbres fruitiers francs, c'est-à-dire pas de porte-greffe, tu les laisses pousser. Ils vont monter à 8 mètres, 10 mètres à peu près. Sinon tu peux aussi faire du micocoulier, du mûrier rouge, c'est à peu près 12 mètres. Noisetier de Byzance, ça produit des fruits, c'est beau, ça fait de la variété, mais c'est pas trop haut. On reste à du 12 mètres à peu près. Et puis en dessous, vas-y, sur les arbustes, les noisettes, parce que noisettes, c'est pas très grand. Donc moi, dans mes haies brise-vent, je mets pas souvent des noisettes. C'est pas assez haut. Par contre, dans tous les autres aménagements, ici, là, on densifie, on met de la diversité. Vas-y, fais péter la noisette. Là. Plein de noisettes. Comme ça, tu as des noix supplémentaires. Ça se vend, c'est bon, ça se conserve, c'est facile. Et puis ici dans la pente, là, si voilà, fallait mettre des grands arbres, carriers, noyers, là, et tilleuls aussi, mais peut-être pas que des noyers là, parce que bon, il y a quand même pas mal de juglone. Ça dérange pas du tout dans la nature, ok? La juglone, c'est super. Mais il faut juste éviter de faire trop de noyers. C'est toujours une question d'équilibre, ok? Donc tu mets un noyer ici, très bien, tu vas mettre un tilleul, puis tu vas mettre un chêne, ou bien tu vas mettre un érable, et c'est absolument parfait. Et puis là, si tu aimes bien les grands arbres, tu peux densifier, en mettre un petit peu plus sur toute cette zone-là. Tu sais, juste garde la vue ici, c'est tout. Garde la vue quand tu es là, ce qui fait que c'est clair que toute cette zone-là, là, tu peux venir la densifier facilement. Là. Voilà. Yes, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Toute cette zone-là, elle est un peu plus humide, mais c'est clair, elle est en bas de la pente, c'est normal. Bosser dans une pente, je te disais, c'est pas l'idéal. Donc pour l'instant, laisse pousser, c'est beau. Laisse faire, laisse la vue, mais crée plutôt des sentiers. Permet aux gens de venir se promener. Tu as un bois ici, puis tu peux faire un sentier qui rentre dans le bois, qui longe la rivière, puis après qui va venir voir les noyers, les carriers, d'autres choses, d'autres productions, et puis on peut aller loin par là-bas. Donc pourquoi pas, fais plutôt des sentiers pour faire tout un tour.
et mets des grands arbres. Bon, la châtaigne au Québec, ça marche pas tant parce qu'il y a une maladie, mais si tu as envie de mettre, voilà, mettre de la châtaigne ou bien pour faire le test, pourquoi pas. Petite parenthèse là, ce qui se passe avec la châtaigne, c'est qu'avant c'était des châtaigniers partout au Québec. Une maladie est arrivée, ou un insecte, je sais plus, ou je sais plus exactement quoi, mais il y a un truc qui est venu, ce qui fait que maintenant les châtaigniers ils poussent et après une dizaine d'années ils chopent la maladie. Le bois crève, la plante meurt, mais les racines ne meurent pas, ce qui fait qu'il reprend, mais il s'affaiblit un petit peu, tu vois. Et puis après quelques années, pareil, il chope la maladie, il crève. Donc tu n'arrives jamais à avoir des arbres matures. Ouais. Mais continue à le faire, et à force, tu vois, avec la modification de la génétique, tu pourrais avoir des châtaignes qui vont devenir résistantes. Donc participe à ça. L'évolution génétique des arbres, c'est quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on fait pour les arbres fruitiers aussi. Hein. C'est quand on les clone, quand on les greffe, c'est la même génétique. Donc c'est la même capacité de résistance aux maladies. Mais si les maladies évoluent, tes arbres fruitiers, eux, ils résistent pas. C'est ce qui se passait avec les pommiers à l'époque. Il y avait pas mal de pommiers qui étaient résistants, mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui, 20 ans plus tard. Parce que la maladie ont évolué, mais pas la génétique des arbres. Donc c'est important quand même régulièrement d'avoir des noyaux et de les balancer et puis faire pousser les fruits comme ça, comme ça se faisait à l'époque. Et tu vas avoir peut-être des fruits dégueux parfois, mais parfois tu vas avoir des bonnes surprises et puis des nouveaux cultivars qui vont émerger, résistants aux maladies et bon. Et c'est ça qu'on cherche, quoi. C'est toujours une chance parmi beaucoup, mais voilà. Mais si tu laisses pas la chance, c'est du zéro. Donc cool, voilà, c'était des questions, je sais pas, laisse-moi des commentaires, ça me fera plaisir, tu m'envoies un email, all good. Ça c'était les cultivars à Saint-David, Montérégie, au nord, zoné 4. Ah, c'est beau. Donc, forêt nourricière, agrotourisme avec des groupes d'entreprises, team building, apprendre c'est quoi la vie de maraîcher, la vie à la ferme, gestion de l'eau, superbe. Donc, on va créer de beaux microclimats, ramener une belle biodiversité, que ce soit les libellules ou les batraciens. On a de la haie, on a des arbres, on a des petits arbustes, on a des herbacées, on aura des grimpantes, de la vigne. On aura de la beauté avec ces structures, la vue, on aura les sentiers, plus à l'arrière on aura les plus gros arbres à fruits ou à noix. Yes, voilà, c'est parti. Je termine sur cette belle vue. Prends soin de toi, continue à améliorer les écosystèmes. J'espère que ça t'inspire, ça te donne des idées, que ça va te permettre toi d'améliorer ton écosystème là où toi tu vis. Et je vous rappelle que je te rappelle que si tu as envie d'un petit coup de pouce, c'est mon boulot de faire ça. En plus, il y a plein de subventions pour ce genre de projet. Donc, viens me parler sur mon site web. Tu peux prendre rendez-vous, c'est gratos. Et on discute pendant 45 minutes ensemble de comment est-ce qu'on peut améliorer ton écosystème et puis comment est-ce qu'on peut aller chercher un max de subventions aussi pour créer tout ça. C'est beau, hein? C'est beau. Elle est belle la vie. J'espère qu'elle est belle pour toi aussi. Sinon, plante des arbres. Prends soin de toi. À très bientôt. Mets les mains dans la terre. Je vous dis bien.